Salut, papier crayon, réflexion. Donc comme promis, le corrigé détaillé de ce problème 1, où on va chercher, comme on en a parlé dans le préambule, les racines de cette famille, enfin de chaque polynôme, de cette famille de polynômes, qui sont indiqués au début du problème. Un nota bene, ce problème, il est faisable en première année, puisqu'on a toutes les notions nécessaires, les polynômes, la continuité, la dérivabilité, les équivalents, les suites et les intégrales. Donc on a tout ce qu'il faut, on peut le faire. On commence la partie A avec calculer pour tout n de grand N, des entiers naturels, les limites de Pn en plus l'infini et en moins l'infini. Alors c'est du coup, la limite d'un polynôme en moins l'infini ou en plus l'infini, elle est égale à la limite de son terme de plus haut degré. Donc pour nous, c'est moins x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Et pour calculer, c'est simple, on remplace hein, x par moins l'infini, donc on a moins l'infini, ça nous fait plus l'infini. À une puissance positive quelconque, ça reste plus l'infini, divisé par une constante, c'est plus l'infini. Donc la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et puis en plus l'infini, on a moins plus l'infini qui fait moins l'infini, à une puissance impaire, puisque 2n plus 1 est forcément impair, ça reste négatif, donc ça reste moins l'infini, divisé par une constante, ça reste moins l'infini. Donc la limite, vous voyez les notations, on a mis moins plus l'infini, pour calculer les limites, et ben les limites correspondantes sont plus l'infini et moins l'infini, respectivement moins l'infini et plus l'infini. Pour la question B, en déduire que pour tout n des entiers naturels, le polynôme Pn admet au moins une racine réelle. Alors, en déduire que, effectivement, on vient de voir qu'on passe d'une valeur en moins l'infini qui est positive à une valeur en plus l'infini qui est négative. Et puis, on sait que les polynômes sont continus, là aussi c'est du cours, et donc il nous suffit de conclure par le théorème des valeurs intermédiaires, qui implique qu'il existe au moins une racine réelle entre moins l'infini et plus l'infini. Alors ici, on aurait pu utiliser un autre théorème du cours qui dit que pour un polynôme de degré impair, on a nécessairement une racine réelle euh, pour ce polynôme. Mais ici, on nous demande clairement d'utiliser un en déduire, donc la question 1A, donc on n'évoque pas ce théorème. Pour la question 2A, on a d'abord 2A montré que pour tout n appartenant aux entiers naturels, quel que soit x appartenant à R, Pn' de x égale moins Pn de x moins x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Ok. Bon, là, on n'a pas trop le choix, en fait, hein. Pour relier les deux, il faut avoir une connaissance de Pn' de x. Donc, on prend Pn de x et on le dérive. Pn' de x, c'est une somme d'un nombre fini de termes. Donc, là, on a juste à dériver chacun des termes dans la somme. Là, on a quelque chose de la forme u puissance n. Donc ça nous fait n u puissance n-1 fois u'. Où en fait, donc on voit que le k est descendu, et puis le u' est au bout, c'est moins 1, parce que la dérivée de moins x, c'est moins 1. À la ligne suivante, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti le moins 1 de la somme, et on a simplifié euh, dans k sur k factoriel, ça nous donne 1 sur k moins 1 factoriel. En faisant attention à une chose, c'est que pour le terme k égale 0, le terme de la somme qui était le terme constant, 1, c'est simplifié. Donc, il nous reste juste la somme de k égale 1 à 2n plus 1. On a éliminé ce terme qui sinon nous ferait un moins 1 factoriel qui ferait un peu désordre. Donc, on procède ensuite à un décalage d'indices. Voilà, au lieu d'aller de k égale 1 à 2n plus 1, on va de k égale 0 à 2n, et donc k moins 1 est remplacé par k. C'est un changement de variable, changement d'un décalage d'indice. Puis, on sépare en deux morceaux, c'est-à-dire que on va reconstruire notre polynôme Pn, on voit qu'on a la somme de k égale 0 à 2n, on a presque le polynôme Pn, mais il nous manque le terme de degré de 2n plus 1. Donc on le rajoute dans la somme, et puis on l'enlève, puisque c'est un peu comme quand on fait plus 1 moins 1, quand on ajoute quelque chose, on est obligé de le retrancher. D'où le moins x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Et on a fait apparaître Pn de x, donc ça nous fait moins Pn de x moins x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Pourquoi on a le moins x puissance 2n plus 1, comme c'est demandé dans l'énoncé? C'est parce qu'en fait, on a trois moins. Le moins qui est devant la parenthèse tout au début, et puis on a un moins en plein milieu, et le moins qui est à la puissance impaire. Donc ça nous fait moins, 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 donc moins.
Et voilà, on a répondu à la question 2a. Après cette question plutôt calculatoire, on a une question qui va un peu plus sur le raisonnement. Donc, en déduire que pour tout n des entiers naturels, les racines de Pn sont toutes simples. Pour ça, encore une fois, on utilise le cours qui dit qu'une racine est de multiplicité strictement supérieure à 1 si et seulement si le polynôme et son polynôme dérivé ont cette racine en commun. Là, on a Pn et Pn', donc on est guidé un peu vers ça. Or, supposons qu'on ait une racine de Pn de x, là, on l'appelle alpha. D'après ce qu'on vient de démontrer à la question de A, on a Pn' de alpha égale moins Pn de alpha, moins alpha puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. On a juste remplacé. Mais on sait que Pn de alpha égale à 0, puisqu'on a dit que on a posé que c'était une racine de Pn de x. Donc il nous reste que Pn' de alpha égale moins alpha puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Et ça, c'est forcément différent de 0, parce que 0 n'est pas racine. Donc alpha ne peut pas être égal à 0. Alors pourquoi 0 ne peut pas être racine de Pn de x? C'est par définition, hein, si on remplace x par 0, on se retrouve juste avec le premier terme constant, on a Pn de 0, on le calcule, ça fait 1. Donc, le polynôme et son polynôme dérivé n'ont aucune racine en commun, ce qui signifie que toutes les racines sont simples. Alors, à la question 3a, on se retrouve à nouveau avec un calcul à faire. Euh, on nous demande de montrer une expression un peu compliquée où Pn de x chacun des termes semble un peu factorisé. Bon, on peut partir de Pn de x ou partir de l'expression factorisée. Je pense que, après réflexion, c'est plus simple de partir de l'expression qu'on nous donne et de la développer. Donc, on prend ce bloc, on ne sait pas encore qu'il est égal à Pn de x, on le prend, on développe chacun des termes. Donc, la somme de k égale 0 à n du produit est égale à la somme de k égale 0 à n de x puissance 2k sur 2 factoriel. Et puis, le deuxième, on a on sort le moins de la somme, x puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 factoriel, puisqu'en bas, on a multiplié 2k plus 1 par 2k factoriel. Alors, on passe à la ligne suivante, en remarquant tout d'abord que le premier bloc, là, la somme de k égale à 0 à n, ce sont pour des puissances x paires. X puissance 2k, où 2k est donc pair. Ça revient au même donc d'écrire moins x puissance 2k ou x puissance 2k. Donc on en profite pour le faire, puisque c'est vers ça qu'on veut se diriger. Et puis, pour le deuxième bloc, eh bien le moins, on le rentre dans le x puissance 2k plus 1. On peut le faire puisque c'est une puissance impaire. Alors, on a en fait tous les termes pairs d'un côté, allant de moins x puissance 0 sur 0 factoriel à moins x puissance 2n sur 2n factoriel. Et puis, d'un autre côté, on a tous les termes impairs allant de moins x puissance 1 sur 1 factoriel à moins x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Ce qui signifie qu'on a donc tous les termes du développement de Pn de x. Et donc, on a bien trouvé que c'était égal à Pn de x. Alors, pour cette question 3b, en déduire que pour tout n des entiers naturels, les racines réelles de Pn appartiennent nécessairement à l'intervalle 1, 2n plus 1. Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en dehors de l'intervalle suggéré. Strictement avant 1, strictement après 2n plus 1. On va expliquer après pourquoi. On voit que pour x strictement inférieur à 1, x sur 2k plus 1, il est strictement inférieur à 1. Pourquoi? Parce que le k le plus petit, c'est 0, et dans ce cas-là, on a 2k plus 1 qui vaut 1, donc 2k plus 1 est forcément supérieur ou égal à 1, pour tout k. Donc, 1 moins x sur 2k plus 1, qui est plus petit que 1, est nécessairement strictement supérieur à 0. Et comme x puissance 2k sur 2k factoriel est supérieur ou égal à 0, à cause de la puissance paire, chaque terme de la somme hein, de Pn qu'on a vu à la question A est positif, avec en plus le premier terme qui est constant égal à 1. Donc le tout est strictement positif pour x inférieur ou égal à 1. Inférieur strictement à 1. Et puis, pour x plus grand que 2n plus 1, on a le même type de raisonnement. Cette fois-ci, x sur 2k plus 1 est nécessairement strictement supérieur à 1, donc 1 moins x sur 2k plus 1 est strictement inférieur à 0, et
avec toujours ce terme positif x puissance 2k sur 2k factoriel, le produit des deux est nécessairement négatif. Donc la somme est négative. Donc on passe de quelque chose qui est strictement positif à quelque chose qui est strictement négatif, où on sait que Pn est un polynôme continu. Donc c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Les racines ne peuvent pas être entre moins l'infini 1 et 2n plus 1 plus l'infini, puisqu'on a du strictement supérieur à 0, strictement inférieur à 0, c'est-à-dire différent de 0. Donc, par contraposé, les racines sont nécessairement dans l'intervalle 1, 2n plus 1. Alors pour la question 4a, on a tout un travail à faire sur un mélange de dérivés et de changements d'indice. Bon, euh, comment savoir ce qui se passe sur Pn plus 1, Pn plus 1 prime, Pn plus 1 seconde, si on n'a pas déjà Pn plus 1? Donc on va commencer par écrire Pn plus 1 de x, puis on va dériver une première fois, puis deux fois, et essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Pn plus 1 de x, on a juste à reproduire la formule qui est donnée en début d'énoncé, où on remplace n, finalement, par n plus 1. Donc le seul endroit où ça change, c'est en haut de la somme, on a 2 facteurs de n plus 1, ce qui nous fait 2n plus 3. Maintenant qu'on a ça, on peut tout simplement dériver. On a la même formule que pour la question 2a, donc on obtient quasiment la même chose, c'est-à-dire on sort le moins qui vient de u', on décale les indices, et on se retrouve avec la somme de k égale 0 à 2n plus 2, moins cette somme, de moins x puissance k sur k factoriel. Et ça, on va le séparer en deux morceaux en suivant l'énoncé, la somme qui va jusqu'à 2n plus 1, qui correspond à Pn de x, et puis le dernier terme. Donc ça nous donne bien ce qu'on voulait, moins la somme de k égale 0 à 2n plus 1 de moins x puissance k sur k factoriel, moins ce dernier terme, donc moins x puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2 factoriel. Et comme la puissance est paire, eh bien ce moins x puissance 2n plus 2, ça donne plus x puissance 2n plus 2, donc avec le moins qui est devant, on trouve exactement la première formule. Alors pour Pn plus 1 seconde de x, on prend ce qu'on a trouvé juste au-dessus, donc moins Pn de x moins x puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2 factoriel, et puis on dérive les deux termes. Donc toujours pareil, on a un nouveau moins qui sort avec Pn de x, enfin, bon, ce calcul on l'a déjà fait juste avant, et puis le dernier terme, il se dérive en x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel, où on a encore une fois simplifié 2n plus 2 euh, sur 2n plus 2 factoriel en 1 sur 2n plus 1 factoriel. Finalement, on peut rentrer le moins dans la puissance impaire. Devant la première somme, moins par moins, ça fait plus. On regroupe tout le monde, et ça nous donne bien Pn de x. Alors, la question 4b. Montrer par récurrence que pour tout n appartenant aux entiers naturels, la fonction Pn est strictement décroissante sur R, d'une part, et ne s'annule qu'une seule fois en un réel noté un. Alors c'est sans doute la question la plus difficile du problème, parce qu'elle est assez longue et qu'elle enchaîne plusieurs raisonnements, notamment toute une étude de fonctions, embarquée dans ce raisonnement par récurrence. Alors pour l'initialisation, on observe ce qui se passe pour P0 de x, pour n égale à 0, quoi. Et on a en fait dans la somme que deux termes, puisque k va de 0 à 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et donc, quand on fait le calcul, on trouve 1 moins x, c'est-à-dire une fonction affine de coefficient directeur moins 1. Elle est donc strictement décroissante et ne s'annule effectivement qu'une unique fois en x égale 1. Donc les hypothèses sont vérifiées pour n égale à 0. Alors ensuite, pour l'hérédité. On va supposer bien sûr que la propriété est vraie au rang n et essayer de la montrer au rang n plus 1. Alors, c'est là où c'est pas évident. En fait, pour montrer qu'une fonction est décroissante, on a tendance à étudier sa dérivée, le signe de la dérivée. Mais on a vu à la question 4a que l'expression de la dérivée de Pn plus 1' était assez compliquée. Donc trouver ses racines, ça va pas être forcément évident. Par contre, on a montré que Pn plus 1 seconde est égal à Pn de x. Et là, on va pouvoir se servir de notre hypothèse. Alors, Pn plus 1 seconde de x, c'est égal à Pn de x. Or, par hypothèse, Pn est strictement décroissante, démarre en plus l'infini et s'annule une unique fois en un. Pour terminer, en moins l'infini. Donc, il se passe la même chose pour Pn plus 1 seconde, et elle est donc d'abord positive,
nulle en UN, c'est-à-dire comme Pn, et puis négative. Ça nous donne le signe de la dérivée Pn plus 1 prime, qui est donc croissante quand sa dérivée est positive, puis décroissante quand sa dérivée est négative. La dérivée, c'est donc P second. Avec un maximum, où là on utilise la formule du 4a, et on trouve en un que ça nous fait moins un puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Pourquoi? Parce que Pn de un s'annule. Donc il ne nous reste que ce terme-là. Or, ce terme-là, il est strictement négatif, puisque un, il ne peut pas être égal à 0, il est compris entre 1 et 2n plus 1. Ça nous dit donc que Pn plus 1 prime de x est toujours négatif, puisque le maximum est strictement négatif. Et donc, on a Pn de 1, Pn plus 1, la fonction Pn plus 1, qui est strictement décroissante sur R, part donc de plus l'infini moins l'infini, c'était la première question du problème. Et comme elle est strictement décroissante, d'après le théorème de la bijection, et qu'elle est continue, elle va s'annuler une unique fois entre moins l'infini et plus l'infini. Il y aura un seul antécédent pour 0, c'est ça le théorème de la bijection, hein, parce que 0 est dans l'image, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Un seul antécédent pour 0 qui annule Pn plus 1. On a donc les hypothèses au rang n plus 1, et donc avec l'initialisation au rang n égale à 0 et l'hérédité, on peut conclure que la propriété est vraie pour tout n appartenant aux entiers naturels. Alors on arrive à la question 5, la question d'informatique de ce premier problème. Écrire une fonction syllabe d'une d'entête fonction y égale, bon, qui prend un argument n et un réel x et qui renvoie la valeur Pn de x. Alors syllabe, ça c'est un sujet de 2020, syllabe n'est plus au programme depuis 2021, et on va donc répondre en Python, ça change pas grand-chose. Alors on veut définir une fonction. On verra après pourquoi on fait un import math. On veut définir une fonction, donc la syntaxe c'est def de le nom de la fonction, p, qui s'écrit en vert d'ailleurs. Entre parenthèses, on met les arguments. On nous a demandé de prendre n et x, ce qui est un peu normal, puisque chaque fonction est indexée par un n, et puis après il y a la variable x. Voilà, 2 points à la ligne, ça s'indente automatiquement. Et puis la méthode pour calculer une somme en Python, c'est d'initialiser la somme à 0 pour déclarer la variable, et puis d'ajouter terme à terme, en fait, tous les termes qui vont dans cette somme. Donc de k égale 0 pour nous jusqu'à 2n plus 1. Alors pour le range, hein, c'est pour ça qu'on fait une boucle, un for k in range 2 fois n plus 2, ça veut dire que k, il va aller de 0 à 2n plus 1. Voilà, c'est le principe du range. Alors de nouveau, comme c'est un bloc, ça indente. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'endroit où on a calculé jusqu'ici, la somme, plus le terme suivant. Donc moins x puissance k, là où c'est rendu, divisé par, et normalement il faut faire factorial k. Factorial k, on peut pas, elle n'est pas directement dans Python, elle est dans le module math. Donc c'est pour ça qu'on a fait un import math au début du programme. Et là maintenant on peut diviser par math.factorial. Il va trouver la fonction de k. Une fois qu'il a fait cette boucle complètement, il a fait son calcul de somme. Donc maintenant on peut faire un return de somme. Et ce qu'on a fait, c'est on lui a fait aussi faire un return de math.exponentiel de moins x pour comparer les deux valeurs. Parce que la somme qu'on a au début du problème, c'est en fait une somme partielle de la série qui correspond à exponentielle moins x, donc une approximation. À droite, on a exécuté le script, donc il a accepté l'exécution, et puis on a calculé la fonction pour l'indice 10 et x égale 2. Et on trouve que la somme vaut un nombre, 0, 13, 53, 35, etc. Et puis exponentielle moins x, quasiment pareil. 0, 13, 53, 35, etc. 28, 32, il y a énormément de décimales qui sont similaires. Donc ça veut dire qu'en fait, pour n égale seulement à 10, on a déjà une excellente approximation de l'exponentielle. Alors la question 5b. Recopier et compléter la fonction syllabe, donc
Pour nous, ce sera Python, hein. J'ai adapté le programme pour Python suivante afin que, prenant pour argument un entier n des entiers naturels, elle renvoie une valeur approchée de un à 10-3 près à l'aide de la méthode par dichotomie. Alors oui, effectivement, maintenant qu'on a trouvé un intervalle, l'intervalle 1, 2n plus 1, dans lequel on est sûr que la racine se trouve, on peut employer un programme pour préciser l'endroit où elle se trouve. On demande une précision ici à 10-3 près, on aurait pu bien sûr faire encore mieux. Hem, alors, les flèches blanches indiquent les endroits qu'il y avait à compléter, je les ai déjà complétés. Donc, on initialise au départ la fonction dichotomie, heu, en prenant l'intervalle du début, c'est-à-dire 1, 2n plus 1. Et puis on va calculer, donc c'est indiqué dans le programme, le milieu de cet intervalle, donc a plus b sur 2. Pourquoi? Puisque dans la méthode de dichotomie, on démarre avec un intervalle et on va le diviser par 2 à chaque fois. On voit l'explication sur le schéma de gauche en bas, où en fait on prend la valeur de c qui est au milieu de 1 et 2n plus 1, qui est notre intervalle de départ, et puis on calcule f de c. Imaginons que f de c soit négatif. Dans ce cas-là, ça veut forcément dire que la racine se trouve entre 1 et c. Donc, b, qui était notre borne supérieure, on la remplace par c, et on refait la même chose, jusqu'à temps qu'on ait a suffisamment proche de b. Alors c'est ce qu'on impose en fait dans la condition. J'ai mis abs, ça veut dire valeur absolue, de b moins a plus grand que 10 puissance moins 3. Tant que la différence entre b et a est plus grande que 10 puissance moins 3, on va continuer d'appliquer l'algorithme de dichotomie, donc de diviser chaque fois l'intervalle par 2. Ensuite, la condition, parce qu'on a vu effectivement qu'il fallait calculer f de c. Alors f de c, pour nous, f c'est p, le polynôme Pn. Eh ben, donc, on regarde, est-ce que Pn de C est, par exemple, strictement supérieur à 0? S'il est strictement supérieur à 0, ça veut dire que il faut remplacer A par C. Pourquoi? Parce que toute la partie gauche dans laquelle on était déjà positif, on peut la restreindre à la partie droite. Sinon, comme dans le cas du schéma qui est en bas, à gauche, toujours, si f de c est négatif, à ce moment-là, on sait que la racine se trouve entre a et c, et donc c'est b qu'on va remplacer par c. Donc on fait ce test, et puis une fois qu'on a fait ça, qu'on a remplacé a ou b, on recalcule le milieu. Donc c égale a plus b sur 2. Et on va continuer cette boucle while tant que la condition est valable, c'est-à-dire tant que b est suffisamment loin de a, plus grand en tout cas que 10-3. Et puis quand ils seront suffisamment proches, du coup ça veut dire que la condition ne sera plus respectée, et donc on sort de la boucle, et là le programme pourra faire return C. À noter que ici, j'ai laissé la définition de P et celle de dichotomie, puisque dichotomie appelle la fonction P pour pouvoir s'exécuter. Donc, il fallait la laisser dans le programme. À droite, on a appliqué cette fonction dichotomie à la valeur 10, donc pour le polynôme P10. Et on trouve 6, 74, 31, etc. Donc c'est la racine qui nous propose. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la replacer dans le polynôme, puisqu'on a la fonction, pour voir ce que ça donne. Et quand on calcule P10 de 6, 74, etc., on trouve moins 6 puissance 10 moins 8. Donc effectivement, on voit bien que c'est très proche d'une racine de Pn de x, puisque là, ça nous fait Pn de 6,74 très très proche de 0. Alors question 5c, on utilise la fonction précédente pour représenter les premiers termes de la suite un sur n, conjecturer un équivalent de un, lorsque n tend vers plus l'infini et la limite éventuelle de un. Alors, j'ai fait, pour ceux que ça intéresse, c'était pas demandé dans l'énoncé, j'ai fait le petit programme que j'ai appelé équivalent, là, une nouvelle fonction, qui vient utiliser effectivement le programme précédent pour tracer les points. On reproduit exactement la figure du sujet. Quelques commentaires quand même, toujours pour ceux que ça intéresse. Ici, on a fait des imports, notamment parce que il nous faut la bibliothèque graphique, donc matplotlib.pyplot, où j'ai utilisé un alias ici, asplt, parce que bon, c'est un peu long d'écrire ça à chaque fois. Euh, pour math, hein, au tout début, j'avais importé la bibliothèque math. Souvent, on met as-m pour avoir un diminutif, mais c'est pas nécessaire. Math, 4 lettres, on peut laisser comme ça. Pareil pour NumPy, souvent on met as-np, mais c'est pas nécessaire.
Moi, ça me paraît pas suffisamment long pour justifier un alias. Donc import NumPy, ça marche très bien. Du coup, dans cette fonction, on a besoin d'avoir, pour pouvoir à la fin faire, hein, on le voit, PLT, donc c'est le matplotlib.pyplot. Donc plt.plot, c'est-à-dire le graphique, euh, il nous faut deux vecteurs, x et y. Donc on les construit dès le début, des vecteurs NumPy. J'ai pris un NumPy arrange de 1, n plus 1, en fait, qui va de 1 à n. Et puis en y, un NumPy, un tableau de 0 de taille n. Ça pourrait être des zéros, ça pourrait être n'importe quoi. De toute façon, on va le remplir avec des valeurs. Et puis après, la boucle de remplissage du tableau y. Pour i dans le range 0n, le 0 n'est pas nécessaire en fait, on calcule tous les y de i. Comme ça nous donnera le vecteur en entier. Et pour ça, le y de i il correspond justement aux valeurs de un sur n. Donc un, il est donné par la fonction dichotomie qu'on avait écrit avant. Donc dichotomie de i plus 1, ça c'est des détails un peu compliqués, sur i plus 1. Et comme ça, on remplit tout le tableau en Y. On n'a plus qu'à en faire le dessin, plt.plot de x, y. X, ce sera les abscisses, Y, les ordonnées. Et on a mis entre guillemets plus, puisque bah, sur le graphe, c'était des petites croix sous forme de plus. Avec à la fin un plt.show pour faire afficher. Et voilà, on a reproduit le système. Alors, à quoi ça correspond? On voit en fait que la suite UN sur N, puisque c'est ça qu'on a dessiné, elle semble tendre vers 0,6. Donc, on a un équivalent qu'on peut conjecturer, c'est UN sur N, équivalent à 0,6 en plus l'infini. Et donc, si on a UN sur N qui est équivalent à 0,6, hein, par les propriétés du cours, ça nous dit que UN est équivalent à 0,6 fois N. Et donc, si on fait tendre n vers l'infini, eh bien la limite de 0,6 fois n, c'est plus l'infini, donc on conjecture la limite de un qui fait plus l'infini en plus l'infini. La question 6a, alors pour la question 6a, c'est à nouveau du calcul. En utilisant, bon c'est guidé hein, par la forme que présente P indice n plus 1 de un, en réutilisant ce qu'on avait trouvé à la question 3a, l'expression qu'on avait trouvée. Donc on écrit Pn plus 1 de x qui vaut bah, la somme qu'on avait, somme de k égale 0 à n plus 1 des x puissance de k sur k factoriel 1 moins x sur 2k plus 1, voilà. Et on sépare cette somme en deux morceaux, celle qui va jusqu'à n, plus le dernier terme qui lui est séparé. Donc en remplaçant, ça nous donne l'expression qui est au tableau. Et le premier terme, en fait, ben, on peut détecter que c'est Pn de x. Donc on a Pn plus 1 de x égale Pn de x plus x puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2 factoriel, facteur de 1 moins x sur 2n plus 3, qui ressemble déjà beaucoup à ce qu'on a dans l'énoncé. Et puis maintenant, bah, puisque un est racine de Pn, quand on va calculer Pn plus 1 de un, on se retrouve avec Pn de un qui vaut 0, plus, et l'expression, on a remplacé x par un. Donc c'est bien ce qui était demandé dans l'énoncé. Bon, c'est pas le plus difficile. La question suivante, en fait, il faut en déduire que la suite un est croissante. C'est moins évident. Ce qu'on peut voir, c'est que Pn plus 1 de un, c'est le produit d'un nombre positif, puisque un est positif, donc un puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2 factoriel, c'est positif, fois 1 moins un sur 2n plus 3. Et comme un, il est plus petit que 2n plus 1, eh bien l'intérieur de la parenthèse, il est positif. On l'avait démontré un peu plus tôt dans le sujet. Donc, Pn plus 1 de un est strictement positif. Et donc, s'il est strictement positif, ça veut nécessairement dire que un plus 1 est strictement plus grand que un. Pour ça, on évoque une nouvelle fois le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle un plus l'infini. On voit donc qu'on passe de quelque chose de positif à moins l'infini, quand on se retrouve en plus l'infini, donc nécessairement, on passe par 0 au moins une fois. Nous, on sait déjà que c'est une unique fois. Et donc, puisqu'on a un plus 1 qui est strictement supérieur à un, on a la suite un qui est strictement croissante. Il était simplement demandé de montrer qu'elle était croissante, mais bon, pour le prix, on a la même chose, strictement croissante. Voilà. Question 7, donc toujours dans cette idée d'essayer de démontrer que la suite UN va tendre vers l'infini et que son équivalent correspond à notre conjecture. Ici, on part à l'inverse, on va supposer qu'il possède une limite finie et on va montrer que c'est pas possible. Donc,
Cette A, on nous demande de montrer que P, valeur absolue de Pn moins Pnl est plus petit qu'exponentielle L facteur de Un moins L. Alors là, on se rappelle d'un truc qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Pn de x, finalement, c'est quelque chose qui ressemble un peu à exponentielle moins x, une série tronquée de exponentielle moins x. On va s'en servir, et puis on va se servir d'autre chose qui vient du cours sur la dérivation, c'est que là, on a l'inégalité, clairement, des accroissements finis. À ceci près que, normalement, on devrait avoir max de Pn' de x sur l'intervalle UNL, pour pouvoir écrire ça. Ça veut dire que forcément, on peut majorer ce max par quelque chose comme exponentielle L. Alors regardons. Pn' de x, si on reprend l'énoncé du départ, et en prenant en compte qu'on a fait les changements d'indice, le moins qui sort, etc., enfin qu'on a déjà fait ces calculs, c'est égal à la somme de k égale 0 à 2n de moins x puissance k sur k factoriel. Maintenant, on prend la valeur absolue de ça. La valeur absolue de ça fait déjà disparaître le moins qui est en facteur devant la somme. Et puis, dans un deuxième temps, on utilise l'inégalité triangulaire qui permet de faire rentrer la valeur absolue dans la somme, hein. La valeur absolue d'une somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Et puis, la valeur absolue de moins x à la puissance k, eh ben, c'est la même chose que la valeur absolue de x à la puissance k. Donc, on remplace tout ça, et là, on voit qu'on a la somme de k égale 0 à 2n de valeur absolue de x puissance k sur k factoriel. Et ça, nécessairement, c'est la série tronquée d'exponentielle x, où là, on n'a que des termes positifs, donc on peut dire que c'est inférieur ou égal à exponentielle de valeur absolue de x, même à exponentielle x, puisque x est positif. Donc, on a sur l'intervalle UNL le max de la dérivée de Pn, qui est en fait inférieur ou égal au max d'exponentielle x sur UNL. Puis max, on sait que c'est une fonction, enfin, exponentielle x, on sait que c'est une fonction croissante. Donc, là où elle va avoir la plus grande valeur, c'est en L, exponentielle L. Et il nous suffit maintenant de remplacer en faisant une majoration, et on trouve le résultat qui est demandé par l'énoncé. Donc, question 7b, déterminer la limite de Pn de L. Ici, on va simplement remplacer limite quand n tend vers plus l'infini de Pn de L par l'expression initiale qu'on nous a donnée. C'est en fait la somme de k égale 0 à plus l'infini de moins L puissance k sur k factoriel. Donc on aurait pu se poser la question, est-ce qu'on a le droit de passer le plus l'infini en haut de la somme? Mais en fait, c'est une série convergente, puisqu'elle fait partie du cours, hein. C'est la série exponentielle. Donc automatiquement, ça nous donne exponentielle moins L par définition justement de l'exponentielle. Et en déduire que limite de Pn de Un égale exponentielle moins L. Limite de Pn de UL égale exponentielle moins L. Alors, extrêmement étrange, puisqu'on sait que Pn de Un, c'est 0. On est directement choqué. Mais justement, le but, c'est d'arriver à une contradiction. Donc, on va utiliser le petit a, où on a montré la formule du dessus, Pn de Un en valeur absolue moins Pn de L, plus petit qu'une certaine valeur, et on va voir ce que ça donne quand on applique la limite. Alors justement, en appliquant cette limite des deux côtés de l'inégalité, comme la valeur absolue est continue, on peut rentrer la limite à l'intérieur. Et ça nous fait valeur absolue de limite de Pn de Un, je cherche, moins limite quand n tend vers l'infini de Pn de L, ça on vient de le montrer, c'est exponentielle moins L, inférieur ou égal à exponentielle L, c'est une constante, fois la limite de Un moins L. Bon.
Mais la limite de un moins L, on sait que c'est 0 puisque par hypothèse, la limite de un, c'est L. C'est ce qu'on a posé tout au départ. Donc puisque le terme de droite tend vers 0 et qu'à gauche on a une valeur absolue, forcément ce terme tend aussi vers 0. Et donc on peut conclure la limite de Pn de un égale exponentielle moins L. Alors voilà, on en arrive à la question 7c, aboutir à une contradiction, bien sûr, puisqu'on sait déjà que Pn de un égale à 0. Et là, on vient de montrer que Pn de un égale exponentielle moins L, c'est-à-dire un nombre strictement positif, d'après les propriétés de l'exponentielle. Donc, on arrive bien, effectivement, à une contradiction. Donc, nous voilà à la question 8, la dernière question de la partie A, en déduire la nature et la limite de la suite un. Alors, on a besoin de ce qu'on a trouvé jusqu'ici, et puis en particulier de la question 7, où on a montré que la suite UN, non seulement elle est croissante, mais en plus elle n'est pas finie. Donc, logiquement, c'est que sa limite est nécessairement plus l'infini. Donc la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La nature de la suite, eh ben, c'est qu'elle est divergente, hein. Là, quand on pose cette question-là, ça veut dire est-ce que c'est convergent ou divergent? C'est donc divergent. Divergent vers plus l'infini. Voilà, on a montré que qu'il existait une unique racine au polynôme Pn dans l'intervalle 1, 2n plus 1. Donc on sait que la borne supérieure de l'intervalle c'est 2n plus 1. Et bien un va se diriger vers l'infini en même temps que l'intervalle grandit. Et avec donc d'une unique façon. Et maintenant, reste à savoir comment est-ce qu'elle va vers l'infini. Le but de trouver cette information, cet équivalent pour UN, c'est de savoir un peu mieux où on va chercher l'endroit avec notre programme pour trouver la valeur très précise, quoi. Puisque l'intervalle, il devient vraiment très grand, entre 1 et 2n plus 1, il tend vers l'infini. Donc pour la dichotomie, ça reste quelque chose de très grand. Et ce sera plus pratique si on arrive à avoir une petite zone dans laquelle UN est située. Donc cette démonstration pour l'équivalent de UN, il va se faire dans la partie C. Et la partie B, qui vient juste après, va nous faire fournir les outils pour le faire.